Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Canal 10 Télévision dans la tranche info pour une nouvelle semaine d'actualité avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, on reviendra plus amplement sur le conflit en ce moment à l'aéroport Paul Caraïbe puisque vous le savez, les agents de sûreté ont commencer un mouvement de grève aujourd'hui. Nous les recevrons et ce sera un face-à-face entre eux et leur responsable, donc le directeur de la société qui les emploie. Donc pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 7 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous irons du côté de Saint-François pour cette mobilisation de parents d'élèves où nombre d'établissements gardent porte close à cause des coupures d'eau récurrentes. Puis nous reviendrons sur l'inauguration de la première usine de production de masques chirurgicaux de la Caraïbe. Et enfin, nous parlerons de cette distribution de vêtements collectés par l'association Yonalot à destination des familles nécessiteuses. Et notez avant de développer ces quelques titres que l'ancien maire de Saint-François, Laurent Bernier, a été transporté d'urgence aujourd'hui à l'hôpital pour un nouvel accident vasculaire cérébral. On lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Et suite au préavis de grève déposé le 27 août dernier, les agents de sûreté de l'aéroport Paul Caraïbe sont passés à l'action aujourd'hui. Ils réclament entre autres le versement de la prime Covid-19, le respect des conditions d'hygiène et de sécurité, mais aussi l'arrêt des retenues sur salaire. Regardez. Les salariés d'Anti-Sûreté sont mobilisés depuis hier, dimanche 6 septembre. Notre mobilisation s'active autour d'un préavis de grève qu'on a émis le 27 août auprès de notre direction, qui nous a convoqués le 3 septembre pour une réunion que nous pensions une réunion de négociation. Malheureusement, c'était juste une réunion d'information où les points n'ont pas été abordés de la manière qu'on le voulait. Donc, ils étaient là pour nous informer. Donc, notre préavis de grève s'articule autour de plusieurs points et notamment le respect d'un protocole signé en février 2020 avec cette même direction sous un premier préavis. Donc l'ensemble des points de ce préavis avait été négocié et la direction avait signé ce protocole. Malheureusement, ils n'ont pas tenu les promesses qui avaient été faites par la signature de ce protocole. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour leur demander, sur notre premier point de revendication, de respecter la signature de ce protocole. Il y a aussi les primes PASA qui n'avaient pas été réglées aux collègues qui étaient en intérim depuis plusieurs années. Donc ça faisait partie du protocole d'accord qui avait été signé le 20 février 2020 et qui n'avait pas été respecté. Nous réclamons également la prime Covid qui ne nous a pas été versée et alors que nous estimons que nous avons travaillé pendant le confinement, pendant la crise sanitaire. Donc pour nous, cette prime-là, elle est tout à fait légitime. Et nous avons aussi demandé cette prime-là à notre employeur qui a été refusée jusqu'à maintenant. Nous demandons aussi le changement de coefficient pour nos collègues qui sont encore opérateurs qualifiés. Donc le passage au coefficient 175 pour les collègues opérateurs qualifiés. Nous demandons aussi le respect pour la distribution des plannings qui sont distribués à la fin du mois, alors que le mois d'après est presque entamé. Nous avons les plannings quelques jours avant le début du mois. Nous estimons que pour pouvoir s'organiser, étant donné qu'on travaille avec des horaires décalés, on travaille le week-end, on travaille le jour férié, donc on demande ce respect-là aussi. Nous sommes ouverts à toute négociation avec la direction. Un reportage signé Michel Depape.
Parlons maintenant de ces coupures d'eau qui perturbent le quotidien des Guadeloupéens et surtout en cette période de rentrée scolaire couplée au Covid-19. Vous le savez, les établissements scolaires ne peuvent ouvrir s'il n'y a pas d'eau et donc nous assistons depuis une semaine à des fermetures en cascade et aujourd'hui c'était vraiment fort. Notez que le lycée de Petit-Bourg a fermé ce midi pour manque d'eau, tout comme les écoles de La Lézarde, Fribert-Fressin et d'Aubin. Pas d'eau au collège Saint-Ruf à Capesterre depuis vendredi, pas d'eau non plus au lycée agricole à Bémao, idem au groupe scolaire de Chazot aux Abîmes ou encore l'école de la Croix au Moule qui a dû fermer ses portes également. À Sainte-Anne, les écoles Étienne AZ, Narcisse Geoffroy, Maurice Saint-Pierre, Charlemagne-Navet, Lorette Coali-Théophile et celle de Besson ne pouvaient pas non plus accueillir les élèves. À Saint-François, l'école de Dubédou a dû fermer à cause d'un problème de citerne qui n'a pas été contrôlé encore par l'ARS, comme celle du bourg de la ville d'ailleurs, l'école mixte 1 du bourg de la ville. En tout cas, une situation que les parents d'élèves ne supportent plus, particulièrement à Saint-François, et ils sont donc montés au créneau ce matin. Le reportage. Entre parents, on s'est donné rendez-vous par le biais des réseaux pour rencontrer le maire si possible et parler de ce problème de l'eau qui dure depuis trop longtemps à l'école de Raisin-Clair déjà. La question de l'eau à Saint-François d'une manière générale dure depuis des années. Depuis 6 ans, nous sommes arrivés aux affaires il y a 2 mois. Nous tentons d'apporter des solutions, singulièrement pour les écoles. C'est pour cela que nous avons pris la décision de raccorder les citernes tampons au réseau de l'eau à Saint-François en mettant un surpresseur pour qu'il y ait une continuité. Ça n'avait jamais été fait. Nous entreprenons depuis 2 mois de le faire. Et malheureusement, le protocole sanitaire qui nous permettait de le valider n'est arrivé qu'à la veille de la rentrée. Ça tarde un petit peu pour qu'on puisse le mettre en place. Bien entendu, par-dessus tout cela, c'est de gréver c'est le cas de le dire, le mouvement social du SIAC qui fait qu'il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Mais en tout état de cause, en ce qui concerne les citernes que nous avions promises, que nous avons dit pendant notre campagne, c'est en cours, ça a déjà commencé. Les citernes sont installées avec la validation de l'ARS qui viendra. Il n'y aura pas le fait que les parents doivent accourir à leur école, récupérer leurs enfants ou alors ils arrivaient des fois le matin, on leur dit bon, il faut repartir avec votre enfant alors que ces parents-là doivent aller travailler, ces parents-là doivent pouvoir faire vaquer à leurs occupations. Ils ne sont pas en état dans la mesure où rien n'avait été fait, aucune disposition n'avait été prise pour qu'il y ait de l'eau dans les écoles en continuité, au moins pour la journée. Il nous a dit qu'une citerne avait été plus ou moins commandée, mais que selon tout un tas de protocoles de l'ARS, avec la crise sanitaire, il y avait des complications pour l'installation, de ce que j'ai compris. Et donc on attend de voir ce que ça va donner. Je pense qu'un problème comme ça dans l'Hexagone, 48 heures, ça dure pas plus de temps. Seulement comme on est ici, alors je ne sais pas s'il prend un problème de lenteur administrative ou alors si ce sont les élus qui font pas leur travail, je ne sais pas dans quel sens ça coince, mais en tout cas ça coince à un moment, c'est sûr. Les images signées Olivier Félix. On a donc fait un point partiel vraiment sur les fermetures d'écoles aujourd'hui, mais on a pas mal d'administrations aussi qui ferment, non pas par manque d'eau, mais à cause de cas de Covid-19 détectés. C'est le cas pour la mairie du Gosier, puisque vous le savez, le maire de la commune, Cédric Cornet, a été testé positif au Covid-19. La mairie est donc fermée, ainsi que la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. La mairie de Pointe-à-Pitre, elle aussi, est fermée à cause d'un cas de Covid-19. L'hôtel de police de Bémao également. On est un peu comme dans le loton en ce moment, donc on se demande à qui le tour. Et certains pronostics tendent à parler des services techniques de la ville de Capesterre-Belle-Eau, qui n'est pas encore concernée, mais on a entendu parler éventuellement de petits cas qui devraient émerger. Mais en tout cas, chaque jour, il y a des administrations qui ferment, vous l'aurez compris. Et les usagers de l'eau, justement du Sud Basse-Terre, eux étaient conviés à un point d'information sur la situation de la distribution et de l'assainissement de la ressource. Et il va y avoir des travaux à réaliser sur le Sud Basse-Terre. Regardez. Il s'agissait aujourd'hui de présenter à l'ensemble des élus et aux associations d'usagers
qui militent pour l'eau, en tout cas dans le sud Basse-Terre, la situation de l'eau et de l'assainissement sur notre territoire. L'idée, c'est de partager les informations pour qu'on soit tous au même niveau d'information et qu'on soit conscient, j'allais dire, de l'étendue des travaux à faire et que nous puissions avancer de manière sereine, de manière pragmatique sur les solutions à mettre en œuvre pour répondre à la problématique de l'eau et de l'assainissement sur notre territoire. Aujourd'hui, nous avons un séminaire de l'eau au Grand Sud Caraïbes. Donc, de l'eau, c'est là que nous recevons une invitation de Missa Abeli pour nous participer au séminaire-là. Donc, on a trouvé ça bien parce que, bon, ça a fait un petit moment de temps que nous avons commandé ancien président de la Beaujonde et nous pas gens attraper réponse. Vous voyez, là, nous pas attraper réponse, nous manifestons, nous pas attraper réponse. Et là, on a vu que Abeli prend ça à bras le corps et ça peut permettre nous aussi de voir aussi dans qui problématique il y a. Il s'agit de renouer, en tout cas, faire revivre, renforcer la confiance des usagers vis-à-vis du Grand Sud Caraïbes. Et je crois que la meilleure des méthodes, c'est jouer la transparence, c'est jouer le partage d'informations, c'est communiquer avec les uns les autres pour que d'une part, on soit tous conscients des difficultés que nous traversons aujourd'hui. Parce que, j'allais dire, la problématique de l'eau, effectivement, même si elle perdure depuis de nombreuses années, la réalité, elle est là aujourd'hui. Il faut un programme d'investissement relativement important et qui va nécessiter du temps, non seulement pour trouver les financements, mais pour réaliser aussi ces travaux-là. Et par conséquent, il faut que tout un chacun soit conscient de l'étendue des travaux. Pour autant, il faut entendre aussi les revendications et les plaintes formulées par les associations, puisque effectivement ça perdure depuis très longtemps. Et au quotidien, j'allais dire, si vous avez des problèmes d'eau, on peut comprendre votre agacement. Et donc il va falloir aussi apporter, dans le même temps, de manière assez rapide, des réponses très concrètes pour améliorer la situation. Et hier, nous apprenions le décès du journaliste photo de France Antilles, Silver Selbonne, dit Piment Noir. Et ce dernier n'est pas mort des suites du Covid-19 comme annoncé dans les presses concurrentes, mais plutôt d'une rupture d'anévrisme, une rectification faite par sa famille aujourd'hui. Et on enchaîne directement avec ce point Covid-19 d'Alexandre Rochat, le préfet de région, qui a l'air assez inquiet de la situation. C'est le maître mot. On a toujours autant de cas positifs qui sont déterminés cette semaine. On aura les chiffres très précis en début de semaine prochaine, mais on est toujours sur le même niveau de concentration du virus et de circulation du virus. Moi, je ne veux pas parler de menace. Aujourd'hui, on met en œuvre l'ensemble des mesures pour justement juguler l'épidémie, la contenir. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, avant d'imaginer autre chose. Il faut donc qu'on applique correctement les mesures telles qu'on les a décidées, tous ensemble. D'ailleurs, je l'ai dit, il y a un consensus sur le sujet. Et ensuite, on va regarder les chiffres à compter de la semaine prochaine et on va voir s'il y a une évolution ou pas. Et ensuite, on verra s'il y a besoin d'aller plus loin. Les donnes qui vont changer, je l'espère, c'est de vérifier que l'ensemble des mesures que nous préconisons et que nous mettons en œuvre, notamment la distanciation, les gestes barrières, le port du masque, va être efficace. Mais pour mesurer l'efficacité, il faut un peu de temps. Et donc à compter de la semaine prochaine, on aura des chiffres qui, j'espère, nous donneront la tendance et nous expliqueront où on en est. En revanche, aujourd'hui, il y a toujours une circulation très active du virus qui nous oblige à garder ces gestes barrières, qui nous oblige à porter le masque, qui nous oblige à nous laver les mains et à faire très attention. Mes recommandations, c'est celle de respecter les gestes barrières, de porter le masque en tout lieu, partout. De respecter la distanciation, de faire attention à se laver les mains ou à mettre du gel hydroalcoolique et à éviter de se rapprocher les uns les autres. C'est de cette façon-là, qu'on peut respecter les autres, c'est-à-dire ne pas leur donner la maladie et se respecter soi-même, c'est-à-dire se protéger. Alors la rentrée s'est organisée cette semaine dans de bonnes conditions puisque nous avons accueilli près de 91 000 élèves, que ce soit sur l'île de la Guadeloupe ou sur les îles du Nord. Nous avons une attention particulière évidemment sur le respect des consignes sanitaires. Nous faisons des points journaliers quant à la situation. Nous avons constaté 6 cas confirmés de Covid au sein de 6 établissements et dont un élève qui était affecté. Évidemment, vu de l'organisation de la rentrée, ce ne sont pas des cas qui ont pu être diffusés au sein de l'école, mais qui sont venus de l'extérieur, dans le milieu personnel, privé, etc. Les gestes barrières sont appliqués, chacun a été formé, que ce soit les personnels d'abord, qui eux-mêmes ont transmis les consignes aux élèves.
Il y a eu quelques fermetures d'écoles, mais liées à des problèmes d'eau et non liées à des problèmes de virus. Et nous avons eu hier un blocage d'école par des parents d'élèves qui étaient inquiets. Mais il se trouve que le cas évoqué était négatif. Et nous appelons tout le monde à ne pas être dans de la surréaction, mais vraiment à admettre que les protocoles tels qu'ils sont proposés permettent de préserver la sécurité de chacun et évidemment à appeler là aussi tout le monde à respecter les gestes barrières parce qu'on sait que c'est ça qui limite la diffusion du virus. Un reportage signé Vianney Valverde. Et vu que les masques semblent devenir la préoccupation principale du gouvernement et l'arme ultime de lutte contre la propagation du Covid-19, eh bien, la Guadeloupe se dote d'une usine de production de masques chirurgicaux et FFP2. Il s'agit de la société Respire Plus qui entend produire 400 000 masques par mois. Et pour cela, elle sera aidée notamment par la région Guadeloupe, mais aussi un gros groupe de la grande distribution. Je vous laisse deviner qui. Le reportage. On manque de masques en Guadeloupe et avec réflexion, on s'est dit pourquoi pas nous-mêmes avoir une usine pour dépendre de nous-mêmes, puisque en Guadeloupe nous sommes capables de faire de grandes choses et avoir une usine aujourd'hui qui fabrique des masques FFP2, masques chirurgicaux grand public, pour nous ça a été une priorité. Donc l'idée est venue, ensuite on a élaboré, on a présenté notre dossier à la région et la banque nous a suivis, comme on a dit, le Crédit Agricole, et aujourd'hui ça s'est concrétisé et réalisé. Donc nous sommes capables d'être autonomes et surtout de faire de la production locale. C'était ça le but aussi. Enfin, heureux pour la Guadeloupe, heureux pour cette entreprise qui a su respecter ses engagements, installer la première usine de fabrication de masques chirurgicaux dans la Caraïbe, créant plus d'une vingtaine d'emplois. Et aujourd'hui, je sais que nous pourrons être autonomes en matière de masques, que ce soit en livrant la Martinique, la Réunion, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les autres pays de la Caraïbe. C'est ce qu'on appelle innover pour durer. La région a été aux côtés de cette entreprise et nous continuerons à l'accompagner pour monter en puissance, pour pouvoir livrer encore plus de masques, car je pense qu'on en aura besoin. Nous sommes autour de 500 000 € sur ce projet et nous pensons aller encore plus loin parce qu'il y a d'autres machines qui devraient arriver en Guadeloupe. Je souhaiterais que d'abord nous Guadeloupéens nous puissions commander des masques ici, l'hôpital, le corps médical et aussi les écoles, les lycées, de manière à faire fructifier cette entreprise, mais surtout permettre à pérenniser ces emplois. Après les solutions hydroalcooliques avec l'Orex, c'est cette entreprise. Et nous allons encore plus loin en matière de santé avec le Simgua, où aujourd'hui on peut détecter les maladies de la prostate et nous sommes en train de prévoir un deuxième test scan pour la Guadeloupe. Donc nous sommes sur la bonne voie et quand nous parlons de changer d'avenir, c'est un peu cela. Nous, c'est vraiment sur le long terme qu'on peut travailler et même se développer au niveau des équipements de protection, à travers des tenues, des blouses, à travers donc des produits pour le CHU, etc. Voilà. Aujourd'hui, la Guadeloupe est capable de produire des masques pour la population cause Covid et aussi peut-être par la suite, forcément, si d'autres virus apparaissent, etc., d'autres maladies, nous serons prêts. Les masques que nous allons produire, ce sont des masques certifiés avec le logo CE. Nous ferons de toutes les manières ce qu'on appelle des prises usines. Donc on sera moins cher que les masques importés de Chine, etc. Un reportage de Charlie Dagonia. Et on parle de politique maintenant, puisque selon la Chambre régionale des comptes, la ville de Sainte-Anne affiche une santé financière quasiment insolente. Excédentaire de 500 000 €, la municipalité a, semble-t-il, su combler son déficit de plus de 3 millions. On écoute les explications du maire de la ville, Christian Baptiste. Dans un premier temps, la CRC a confirmé que nous avons un excédent. Je rappelle que le dernier compte administratif qui datait de 2018, c'était 3,4 millions de déficit et aujourd'hui nous sommes à près de
500 000 euros. Donc c'est une confirmation et c'est une bonne nouvelle. Cependant, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire parce que nous avons un budget primitif qui va être arrêté en équilibre, mais nous devons maîtriser encore nos dépenses et optimiser nos recettes pour nous permettre d'avoir une capacité d'autofinancement pour investir dans des équipements structurants. Donc l'avenir pour nous, c'est d'aller effectivement vers cette transformation de notre ville de Sainte-Anne sur plusieurs décennies, mais avec une rigueur budgétaire. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, elle doit passer aussi par l'amélioration de l'organisation même de notre administration, notamment dans certains services, pour que nous puissions avoir véritablement une comptabilité qui soit totalement d'engagement, parce que là encore, il y a des efforts à faire. Quand je parle le stade du bourg, avec la réfection de l'éclairage public, l'amélioration, la réfection des terrains annexes, mais aussi des panneaux photovoltaïques pour permettre d'alimenter le réfectoire qui est très énergivore en matière d'énergie propre, ainsi que le clocher de l'église. Mais là aussi, de toutes les façons, les travaux devraient être terminés d'ici fin octobre, début novembre. Troisième projet aussi qui concerne le groupe scolaire à Châteaubrun, dont le financement, les notifications sont déjà précisées avec les fonds européens qui viendront après les fonds de la région notifiés, le fonds régional de prévention des risques naturels majeurs déjà notifié, le fonds exceptionnel d'investissement déjà notifié. Donc nous allons bientôt pouvoir désigner l'architecte dans le jury de concours le 30 septembre et ensuite pouvoir lancer le permis de construire. Et aussi ce PRU, le projet régional de rénovation urbaine, avec sur l'aménagement et la valorisation de la plage du Bourg dans le cadre du plan Océan, mais aussi le port des Galbas, port de pêche, port de passagers et port de halte plaisance légère, qui aujourd'hui nous travaillons sur les études dans le cadre du PROEP, c'est-à-dire le programme régional des équipements portuaires au niveau de la région, mais aussi qui sera aussi accompagné par des fonds européens, pour ne citer que ces premiers projets qui sont déjà plus que dans les tuyaux, mais véritablement en cours de financement. Parlons de solidarité avant de se quitter, puisqu'afin de venir en aide aux familles nécessiteuses, l'association Yonalot a opéré une donation de vêtements que l'on a suivi d'ailleurs, le reste en images. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, beaucoup de familles perdent leur emploi et sont en extrême difficulté. Et c'est vrai qu'on a eu aussi des partenaires qui nous ont proposé des vêtements neufs. Donc à ce moment-là, on a dit pourquoi pas travailler et mettre en place une action à destination justement des familles pour soutenir notamment par rapport à la période scolaire. Donc c'est en ce sens qu'on est là aujourd'hui et on accueille justement ces familles de 3 ans avec les enfants de 3 à 16 ans et on a des vêtements neufs à leur offrir. C'est l'idée. Je pense que c'est une bonne initiative de la part de Sébastien Gauthier et son équipe pour les familles nécessiteuses et même ceux qui en ont besoin, mais pas forcément qui n'ont pas d'argent. C'est une bonne action pour l'écologie et c'est le recyclage. Je vais remercier tous les partenaires parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent. Je veux remercier aussi M. Carl Chipotet de la base nautique de Sainte-Anne et qui nous met à disposition le site. La société AID aussi qui nous a aidé à trouver des partenaires et des sponsors pour mettre en place cette belle action. Donc merci à tous ce beau monde. Oui, ce sont des vêtements de qualité effectivement, ce sont des vêtements de marque aussi. Et vraiment, jusqu'à maintenant, les gens sont tellement heureux, les gens sont contents. Et je crois qu'ils apprécient le geste, cette action de solidarité. C'est un geste qui n'est pas énorme, mais qui apporte le réconfort nécessaire dans les difficultés du moment. Donc les gens repartent avec le sourire. Et les gens sont heureux. Les enfants aussi ont le sourire, sont contents et peuvent choisir leurs vêtements. Et ce sont, comme vous l'avez dit, des vêtements de qualité. Donc vraiment, voilà, je trouve ça énorme, c'est beau. Et encore merci vraiment à ces partenaires-là.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal et nous vous disions justement en début d'édition que l'ancien maire de la ville de Saint-François, Laurent Bernier, a donc été transporté d'urgence à l'hôpital puisqu'il a fait un nouvel AVC. Et une autre information aussi importante, c'est que la famille de M. Silver Selbonne, ancien photographe qui est décédé hier, a tenu à rectifier une information qui a été donnée puisqu'il a été déclaré mort des causes de Covid-19 alors que pas du tout. Il s'agissait d'une rupture d'anévrisme. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Ciao. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Nous allons recevoir les agents de sûreté de Pôle Caraïbes qui effectivement ont déposé un préavis de grève le 27 août dernier et qui sont passés à l'action finalement aujourd'hui. Nous devons également recevoir Monsieur Lubin qui est, semble-t-il, leur patron. Pour l'instant, il est bloqué à Pôle Caraïbes. Nous essaierons de l'avoir par téléphone à défaut. Et avant la coupure pub, eh bien déjà je tiens à remercier Jordan. Jordan, c'est le réalisateur de l'émission de ce soir. Jordan qui est aussi notre stagiaire. Tu aurais même pu faire un petit coucou, Jordan. Tu peux venir, hein, tu peux quitter ça 2 secondes là et tu pourras passer faire un petit coucou. Et je dis bonsoir donc, bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à Luana Nativietu-Luna, c'est vraiment difficile, je suis désolé. Bonsoir à Sève Cité, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Ampassave, bonsoir à Marcelin Coman, bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Yamina Boudjenan, bonsoir à Nikiema Benoît, bonsoir à Chabine Doré, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Willem Cancel, bonsoir à Marcelin Coman, bonsoir à Dany Coco des îles Coco, bonsoir à Guad Plus et bonsoir à tous les autres, bonsoir à Jimmy, bonsoir à vous tous. Je ne pourrais pas tous vous citer malheureusement, en tout cas merci pour votre fidélité. Je n'ai de cesse de vous remercier puisque effectivement sans vous, eh bien on ne fait pas grand chose et on se retrouve après la coupure pub.